Bonjour et bienvenue sur Média TV. La pandémie actuelle qui a révélé l'extrême fragilité des économies africaines est venue aussi rappeler les limites du développement en Afrique. Et nombreux sont ceux qui pensent que pour relever l'Afrique, il faudrait stopper l'application des théories importées de l'extérieur et repenser l'Afrique. Intitulé justement du dossier du tout dernier numéro de la revue Afrique en mouvement, fruit d'un partenariat entre l'Université internationale de Rabat et l'Institut de recherche pour le développement basé à Paris. Nous allons donc longuement évoquer le contenu de ce dossier avec le sociologue Mehdi Aliwa, professeur à l'Université internationale de Rabat et accessoirement rédacteur en chef de la revue Afrique en mouvement. Bonjour Mehdi Aliwa et merci d'être avec nous sur Média TV. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors d'entrée de jeu, dites-nous d'où selon vous part la nécessité de repenser cette Afrique, ou plutôt ces Afriques en référence à l'intitulé de la revue que vous dirigez d'ailleurs. Oui, on a mis un S à Afrique parce qu'évidemment, il y a une pluralité d'Afrique. Ça serait un manque de respect de ne pas parler de cette richesse continentale, richesse culturelle, richesse de tradition, etc. Mais on a mis aussi un S parce que nous pensons que l'Afrique est dans le monde et que nous voulons dire le monde à travers l'Afrique, mais que le monde aussi est en Afrique et que nous voulons dire le monde qui est en Afrique. Et dans ces interactions-là, le S s'imposait à nous. Alors c'est un numéro de dossier, nous n'avons pas la prétention de repenser l'Afrique à nous seuls, mais nous avions la conviction qu'il fallait un titre choc pour soulever les consciences, notamment pour sortir un petit peu des débats européano-centrés ou occidentaliso-centrés et aussi des débats qui sont afro-pessimistes. L'idée que l'Afrique ne pourrait pas s'en sortir, que c'est un continent composé que de misère et de conflits, avec toute une iconographie très négative, tout un ensemble d'imaginaires extrêmement négatifs sur l'Afrique. Et nous voulions montrer que ces déterminismes n'ont aucune valeur scientifique et qu'en réalité, il y a tout un ensemble de phénomènes qui bousculent l'Afrique, c'est vrai, malheureusement parfois des phénomènes extrêmes, mais qu'en réalité, c'est un cours normal de l'histoire et qu'il y a moyen de les comprendre et donc il y a moyen d'agir dessus. Des phénomènes qui bousculent l'Afrique, vous l'avez dit, mais comment, selon vous, concrètement, on pourrait repenser l'Afrique ? Alors déjà, évidemment, par la recherche et surtout en se faisant confiance. Quand je dis la recherche, bien sûr, il y a des standards de recherche internationaux qui sont importants à connaître et à respecter. Il y a bien sûr des influences dans les archives du monde, dans ce que fait Louis Nsar, le grand chercheur, penseur, économiste sénégalais, appelle les archives du monde, dans lequel nous, Africains, nous devons piocher, mais il y a aussi se faire confiance parce que nous avons dans nos histoires, dans nos traditions, en réalité, les vraies solutions à nos problèmes, puisque nous sommes aussi engagés dans, bien sûr, une modernité dans laquelle on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, mais nous ne sommes pas le produit comme ça, nous ne sommes pas nés du jour au lendemain, nous ne sommes pas le produit d'une colonisation ou que sais-je encore. Nous avons des sociétés qui ont perduré sur le long terme, des langues, des mots, des pratiques religieuses, des imaginaires, et que c'est là-dedans aussi qu'il faut piocher, dans nos propres archives. Et en cela, la recherche est essentielle, une recherche qui n'a pas honte d'aller chercher en Europe, mais qui se libère de la pensée européenne pour penser l'Afrique. Alors, ce troisième numéro de Afrique en mouvement passe au crible les enjeux de gouvernance, de sécurité, de migration. Quels sont les chantiers prioritaires que vous avez pu identifier ? Alors, nous avons choisi aussi en fonction des expertises que nous avions. Donc, bien sûr, on comprend bien qu'il y a des priorités, mais celles-ci ne sont pas nos priorités à nous. Ils sont là où nous avions des collègues qui nous ont fait l'honneur de vouloir participer avec nous pour construire ce numéro. Mais les savoirs que nous avons, notamment à l'Université internationale de Rabat, c'est-à-dire mon université, là où est domiciliée la revue, sont surtout sur les questions de gestion de conflits, de paix, les questions de mobilité, les questions diplomatiques, les questions religieuses et les questions de migration notamment aussi. Et donc on retrouve un petit peu tout cela dans nos 3 numéros, c'est le 3e numéro que nous sortons. Et la question bien sûr du Sahel ici avait été mise plus en avant parce qu'il se joue au Sahel aujourd'hui. C'est un théâtre de conflits
conflit, mais c'est aussi un théâtre de tout cet afro-pessimisme dont nous parlons. Bien sûr, il y a un drame au Sahel, c'est indéniable, mais il y a aussi dans les populations locales tout un ensemble de résilience, tout un ensemble de savoir-faire qui pourrait nous sortir de ce drame-là. Faut-il encore écouter les premiers concernés? Faut-il encore comprendre que l'action publique, c'est d'abord l'action des gouvernements et des gouvernés, et pas simplement des questions de pouvoir ou de jeu politique ou d'intérêts européens dans la région, fut-il des intérêts nobles comme la sécurisation, ça ne suffit pas. Et donc nous avons donné une grande place à cette question-là, effectivement, mais aussi aux questions migratoires, puisque vous le savez bien, le Maroc a été nommé à travers son chef de l'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI, champion de la migration en Afrique, avec un observatoire africain au Maroc. Et donc, il est temps que les questions migratoires concernent d'abord les Africains et pas simplement l'agenda européen. Et là-dessus, nous avons quelques expertises et nous avons quelques chercheurs qui ont, dans une optique critique, mais aussi constructive, développé cette idée-là. Alors, parlons des enjeux de cette nouvelle manière de penser l'Afrique. Une question très intéressante est posée justement dans ce dossier, et je cite, que nous disent les conflits en Afrique? Et je vous pose la question. Alors, ils nous disent que les sociétés changent, et que les sociétés changent durablement, et qu'il n'y a pas de changement sans tension. La sagesse des peuples, c'est d'arriver à s'affronter ou à être en tension sans se détruire. Parfois, ça ne fonctionne pas parce que parfois, il y a différents phénomènes qui viennent perturber la capacité de résoudre les conflits. Souvent, ce sont des phénomènes qui ne sont pas endémiques, qui sont des phénomènes extérieurs. Par exemple, l'importation d'une idéologie, d'une manière de faire de l'économie, ou l'importation d'intérêts économiques ou géopolitiques extérieurs, qui viennent quelque part stériliser la capacité des peuples, des populations à sortir du conflit. Mais le conflit est inhérent aux sociétés complexes. En réalité, lorsqu'on rentre en modernité, on rentre dans des sociétés complexes composées de personnes qui sont amenées à cohabiter alors qu'elles ont des origines très différentes. Et en plus de cela, avec des ressources relativement limitées pour ces populations, j'entends, pour le dire autrement, le partage des richesses et même le partage du pouvoir à travers des bonnes pratiques démocratiques n'est pas toujours au rendez-vous. Et donc pour faire tenir tout ce monde ensemble, il faut leur permettre de trouver des moyens de sortir de ces résolutions. Or, lorsqu'il y a des intérêts qui s'imposent à eux, eh ben, on est dans l'incapacité de discuter, de débattre, et la violence ne fait que monter, c'est ce qu'on voit au Sahel. Mais il n'y a aucun déterminisme ici. Il ne s'agit ni de soi-disant culture ou de personnes qui ne seraient pas rentrées dans l'histoire ou que sais-je encore, tout ce vocabulaire infamant, insultant, pour pas dire raciste, qui s'impose à l'Afrique. Il est temps d'en sortir. Ce que vit l'Afrique, c'est aussi parfois des conflits qui ont eu lieu ailleurs dans le monde, en Asie, en Europe, récemment ou dans d'autres périodes de l'histoire. Et il s'agit aussi aux Africains de trouver les moyens, en faisant de la politique, en refaisant du débat, en replaçant les citoyens au cœur de l'action publique, d'en sortir. On le sait, au Mali, au Burkina, en général, dans la zone du Sahel, il y a des graves problèmes de sécurité qui persistent. Alors aujourd'hui, quelle serait, selon vous, la meilleure réponse face à l'enjeu sécuritaire, qui est d'ailleurs une priorité absolue sur le continent ? Peut-être que le problème, c'est l'écoute. C'est ce qu'on essaye, enfin en tout cas que les chercheurs qui se sont posés sur la question pour publier dans notre revue ont soulevé. On n'écoute pas assez les premiers concernés, qu'on appelle les belligérants, etc. Et déjà, si on donnait plus de place aux différentes communautés, aux différentes populations, déjà, on en saurait un peu plus. Le deuxième problème, c'est l'idéologie de la sécurisation. On peut comprendre d'où elle vient, on peut l'analyser, mais le problème de la sécurisation à tout prix fait que, au lieu de faire de la politique pour essayer de résoudre le conflit, on fait de la guerre pour résoudre les conflits. Or, les guerres ne résolvent les conflits nulle part sur Terre. Les guerres ne font que les accentuer. Donc on appelle ça un maintien de la paix, mais il ne faut pas être naïf, bien sûr. On comprend qu'il faille aussi un maintien de l'ordre et que les armées en sont capables, mais
il n'y a aucune armée au monde qui est capable de gouverner. Ce sont les politiques avec les populations qui les gouvernent et pas l'armée. C'est l'impasse que nous vivons en ce moment dans ces pays et il suffit de traverser une frontière en plus pour échapper à la capacité de contrôle. Et si l'armée fait de même, donc on est dans des tensions aussi transfrontalières, nationales et on n'en sort pas. Le dossier Repenser l'Afrique évoque également la question épineuse de la migration. Quel enseignement pourrait-on tirer de la migration contemporaine en Afrique ? Alors déjà, je pense que nos auditeurs, nos auditrices le savent, mais c'est bon de le répéter, la majorité des migrants africains migrent sur le continent africain. Il s'agit de migration régionale. Alors c'est vrai que nous, au Maroc, nous les Marocains, nous migrons essentiellement en Europe, plus de 80%. De Marocains résidant à l'étranger ou des Marocains du monde sont en Europe. Donc c'est vrai que l'Afrique méditerranéenne, de ce point de vue-là, est un miroir déformant. Mais même en Afrique méditerranéenne, il y a des migrations internes, des Algériens au Maroc, beaucoup de Marocains en Libye et d'Égyptiens en Libye, etc. Mais au niveau de l'Afrique subsaharienne, c'est encore plus parlant. Et nous avons des grandes nations d'immigration, comme le sont l'Afrique du Sud, comme l'est le Nigeria aussi. Donc, quelque part, de concevoir l'Afrique seulement à travers le prisme de l'idée qu'il y aurait des fuites du continent vers l'Europe, c'est une mauvaise idée. L'image est frappante, c'est l'image que nous voyons. Les drames sont terribles et il faut en parler évidemment, mais ces drames ne peuvent pas à eux seuls recouvrir la réalité qui est aussi la richesse des mobilités intracontinentales, que ce soit les étudiants, les commerçants ou même les petits commerces qui font un petit argent d'arachide ou que sais-je encore, ou les travailleurs saisonniers qui partent du Niger pour aller au Ghana par exemple, ou qui partent du Burkina Faso pour aller travailler en Côte d'Ivoire. On a une multiplication des mobilités qui font la richesse du continent, qui permettent aussi aux différents peuples africains de se rencontrer et de fabriquer de l'Afrique par le bas dans leur interaction. Parfois c'est conflictuel, mais il y a toujours moyen d'en sortir. Et c'est ça ce que nous essayons de montrer. Et donc quelque part, sur le dossier, nous parlions beaucoup de l'Europe, parce que justement ces images terribles à vouloir sauver nos frères et nos sœurs en Méditerranée, on en oublie l'essentiel, c'est que que le continent est un continent de mobilité et de mobilité interne d'abord. Et que donc il faudrait que nous puissions, entre nous, pays africains, nous organiser pour mieux gérer ces flux-là. C'est vrai qu'il y a la migration des Africains en Afrique, mais il y a également, comme vous venez de le souligner, la migration des Africains en Occident, notamment sur le continent européen. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire changer ce regard de vouloir forcément quitter le continent africain pour chercher l'Eldorado ailleurs ? C'est difficile puisque en fait, quand on regarde bien, même à travers ces migrations qui peuvent paraître complètement désespérées, dans les images, on voit des gens qui sont dans un regard hagard, c'est normal, ils ont frôlé la mort, mais lorsque on passe du temps avec eux, avant leur départ ou après qu'ils aient réussi ou échoué leur traversée et qu'ils sont sortis de cette situation, quand on les interroge, ils avaient tous plus ou moins de bonnes raisons d'aller en Europe, notamment le fait qu'ils aient des membres de leur famille qui soient de l'autre côté, un oncle, une tante, un cousin, que sais-je encore, même si certains ils partent complètement à l'aventure, comme on peut dire, beaucoup sont attendus de l'autre côté. Ils ont des relais communautaires, des relais familiaux pour les aider à s'intégrer, et en plus ils finissent par trouver du travail. Il y a ici une hypocrisie européenne immense, parce que on dit que les frontières sont fermées, mais en réalité elles sont entrouvertes. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de main-d'œuvre. On le voit aujourd'hui avec le corona, la Covid, le SARS-CoV-2, où on a fermé complètement les frontières. Et là, vraiment fermé, on voit bien que dans certains secteurs, notamment agricoles, par exemple européens, il y a une tension sur le marché du travail parce qu'on ne trouve plus de travailleurs. Et donc, certains demandent déjà de réouvrir les frontières pour ces travailleurs, notamment africains. Que ce soit les femmes marocaines qui vont ramasser des fraises en Espagne dans des conditions déplorables, ou les Sénégalais qui vont aller travailler dans la tomate, ou que sais-je encore, en Italie, etc., etc. Donc les Européens sont de certaine façon extrêmement hypocrites de ce point de vue-là. À nous de ne pas tomber dans le piège et à mieux être collectifs pour pouvoir tisser des accords qui vont dans l'intérêt d'abord de nos populations, pas de nos États, mais de nos populations, de nos citoyens. Sur le volet économique, vous parlez dans la revue de la malédiction des ressources naturelles.
Une sorte de paradoxe parce qu'on se pose alors la question comment ce qui est censé finalement accélérer le développement des pays africains est aujourd'hui considéré comme une malédiction. Alors justement, nous en parlons pour critiquer la notion. C'est-à-dire que dans les articles que vous avez lus, en fait, on essaye de montrer qu'il n'y a pas de malédiction des richesses, que ça se situe ailleurs en réalité, puisqu'il n'y a pas de déterminisme, et que même dans des situations de subordination des populations, où on vient exploiter les richesses en n'en laissant que des miettes aux populations, même dans d'autres parties du monde, ça a créé malgré tout un développement économique. Donc ici, ce qui se joue, ce ne sont pas les problèmes des richesses, ce sont les difficultés pour les populations à les gérer elles-mêmes, c'est-à-dire le respect des citoyens, le respect de la chose commune. Et donc, le temps qu'on aura une économie de prédation, dont parle très bien mon collègue et ami Achille Membe, avec lequel on collabore aussi au niveau de notre centre, dans un grand programme de recherche dirigé par la prestigieuse Wits University à Johannesburg. Achille Membe et moi et d'autres collègues, nous travaillons sur ces questions-là. Il appelle ça une économie de la prédation. Il y a, depuis la colonisation et depuis un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été l'esclavage, une pratique d'extraction dans laquelle finalement les communautés ne valent rien. C'est ce qu'il appelle la condition nègre. C'est-à-dire qu'on a transformé des humains en nègres, c'est-à-dire en semi-homme ou en homme inférieur. Et que, comme une malédiction, nous n'avons pas guéri de cela et parfois ça continue même entre nous, c'est-à-dire même au-delà de l'Occident ou de ceux dans les pays arabes qui ont pratiqué cette monstrueuse traite négrière. Même lorsqu'on est entre Africains, parfois on reproduit malheureusement certains schémas et on ne respecte pas les populations locales qui finissent par se révolter et créer les conflits que l'on connaît. Quelles sont donc les solutions qui s'offrent à ces pays qui disposent de ces ressources? Je veux citer par exemple la Côte d'Ivoire et le Ghana pour le café, le cacao et par exemple le Congo pour les ressources minières. Quelles sont donc les solutions qui s'offrent à ces pays? Des solutions qu'ils sont déjà en train de mettre en place. Après, on peut regarder précisément, on peut expliquer qu'elles ne sont pas suffisantes, etc. Moi, je ne peux pas faire non plus d'ingérence et que je ne suis pas spécialiste des pays que vous avez cités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà en place un peu partout sur le continent des tentatives de mieux accompagner le développement local à travers l'écoute et la participation des communautés locales, non seulement à la décision, mais aussi au partage des richesses. Le grand mot aujourd'hui, c'est partage du pouvoir et partage des richesses. Or, lorsque dans certaines régions, les chefs au pouvoir ne veulent pas partir, ne veulent pas partager, lorsqu'il n'y a pas de régionalisation, de respect des communautés locales, et pire encore, lorsqu'on ne partage pas les richesses qu'on extrait localement, on va devant des graves conflits et que nous voyons un peu tous partout en œuvre. Et donc, en fait, le mot simple, refaire de la politique. Nous, ce n'est pas notre rôle, nous sommes des chercheurs, nous pouvons accompagner justement ceux qui veulent refaire de la politique, nous pouvons les accompagner par nos expertises et c'est ce que nous essayons de faire au Center for Global Studies, le centre de recherche de l'UIR où est basée notre revue. On participe par exemple au Maroc, moi-même personnellement, j'essaie de participer à mon petit niveau à l'accompagnement de la décision et de la mise en place de la nouvelle politique migratoire. D'autres collègues ont participé aussi sur la question de la diplomatie religieuse, etc., etc. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de tout ce que nous faisons, mais notre métier d'abord, c'est de chercher, de communiquer, d'en faire des articles scientifiques et de transmettre à nos étudiants. Merci infiniment Mehdi Alioua pour tous ces éclaircissements sur ce qui fait la une de la revue Afrique en mouvement dont vous êtes d'ailleurs le rédacteur en chef. Je rappelle aussi que vous êtes d'abord sociologue et professeur à l'Université internationale de Rabat. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de l'invité de la rédaction, mais restez sur Média TV, l'info revient dans un instant.